1989, bien avant l'apparition de Lara Croft, un autre aventurier sévissait déjà sur les écrans d'Atari, Amiga et PC. Non, pas celui avec le fouet et la cicatrice au menton. Nous voulons parler de Brett Conrad, le vétéran du Vietnam devenu le héros intrépide de Gold of the Aztecs. Quoi, ce nom ne vous dit rien? Alors écoutez plutôt. « 1987. La jeune société anglaise Psygnosis sort Barbarian sur les ordinateurs de l'époque. Ce jeu d'action, développé par le programmeur David Lawson, tourne sur le moteur 2D qu'il a lui-même écrit. Pour pallier le manque de variété d'action permise par l'unique bouton équipant les joysticks de cette période, le jeu propose de diriger le personnage de manière originale, via des icônes d'action cliquables à la souris. Malgré sa maniabilité assez lourde, le titre aura suffisamment de succès pour que ce système de jeu soit réutilisé l'année suivante dans une autre création de la firme à la chouette, un jeu de science-fiction visuellement plus soigné nommé Obliterator. C'est à ce moment que David Lawson décidera de quitter Psygnosis pour fonder sa propre boîte, Kinetica Software. Le premier jeu de cette nouvelle société utilisera tout naturellement une version améliorée de son moteur 2D, adapté cette fois au joystick plus moderne. Ce sera le jeu d'aventure-action Gold of the Aztecs. Le jeu met en scène Brett Conrad, ex-membre de la CIA ayant fait le Vietnam et qui s'ennuie à mourir pendant sa retraite. La découverte d'une carte dans l'héritage de son oncle Milo le convainc de partir à la recherche d'un mystérieux trésor aztèque, enfoui dans des ruines perdues dans la jungle mexicaine. Malgré les menaces de pièges mortels ayant eu raison des conquistadors depuis plusieurs siècles, Brett décide de prendre un avion et de sauter en parachute au-dessus de la jungle, seulement armé d'un pistolet et d'une machette. C'est à ce moment que le joueur prend le contrôle de Brett et devra le faire survivre aux menaces et ennemis qui parsèment le jeu. On contrôle le perso au joystick pour ses déplacements, le bouton servant à activer l'arme ou l'action, présélectionnée à l'aide de la barre d'espace. Composé d'une centaine de sprites différents, notre héros peut ainsi faire des sauts périlleux avant ou arrière, jouer de la machette ou du flingue dans plusieurs directions, utiliser des manettes ou des clés, ou encore se déplacer sur des cordes verticales et horizontales. Cette variété d'actions eut toutefois un coup sur le moteur 2D qui très régulièrement se mettait à ramer ou occasionnait des bugs de collision. Certains choix eurent aussi une influence directe sur le gameplay, comme par exemple l'obligation de dégainer et recharger régulièrement le pistolet pour pouvoir s'en servir. Il n'était pas possible de tirer tout en se déplaçant à cause de la visée. Un autre reproche couramment soulevé concernait la démarche arrogante du personnage. Cliché du héros américain à casquette, il se déplace à grandes enjambées en roulant des mécaniques. Un cycle de marche certes réussi pour son humour, mais peu adapté au passage délicat d'un jeu difficile. Et oui, car si le slogan sur la boîte annonçait bien « 1000 façons de mourir mais une seule manière de voler », dans les faits beaucoup de joueurs ont dû s'arracher les cheveux devant les séquences retorses rencontrées au cours de l'aventure. Ne disposant au départ que de 3 vies, Brett se retrouvera bien vite empalé, noyé, haché menu, ébouillanté, voire même piétiné par un éléphant. Un catalogue d'atrocités qui incitera d'ailleurs l'éditeur US Gold à proposer un concours lors de la sortie du jeu en Angleterre, offrant un voyage à Mexico pour le joueur le terminant le plus rapidement. Pour l'anecdote, le jeu se verra également doté d'une protection par code via une roue de sélection fournie et imprimée en relief en noir sur fond noir. Cette protection anti-copie ne bloquait pas le lancement du programme, mais l'interrompait en cours de partie avec un message personnalisé à destination des pirates. Techniquement, le jeu, développé sur 7 ordinateurs Macintosh utilisant le logiciel Animator, est plutôt joli avec son côté cartoon et ses sprites variés occupant plus de 4 mégas de données compressées. Si certains décors semblent un peu vides pour privilégier l'action, ils fourmillent souvent de petits détails amusants, les rendant plus vivants. Cela incitait aussi le joueur à mémoriser l'emplacement des dangers et à différencier par exemple une petite puce inoffensive de scorpions bien mortels. Côté son, on retrouvait des mélodies signées David Whittaker, compositeur surdoué de cette période sur Atari et Amiga. Dès le menu où une étrange secte semble vénérer une divinité à tête de bouc, ces compositions instauraient une ambiance mystérieuse dont les thèmes se feront de plus en plus menaçants au fur et à mesure que le joueur s'enfoncera dans les entrailles de la Terre. Le menu permettait d'accéder à une carte animée présentant de façon schématique l'ensemble du parcours qu'il faudra emprunter pour arriver au bout du jeu. Même si cette petite aide permettait de repérer grossièrement les directions à suivre, la véritable stratégie à adopter était la même que dans beaucoup de jeux de plateforme d'alors. Connaître par cœur les 5 niveaux que comportait le jeu, soit environ 80 écrans différents. Gold of the Aztecs était dur certes, mais pas injuste.
puisqu'en plus des 3 vies de départ, 2 autres vies étaient accordées en cours de partie, en fonction du pourcentage d'avancement et des trésors ramassés. C'est surtout la très grande variété des situations rencontrées qui incitait le joueur à persévérer pour aller plus loin dans l'aventure. Ainsi, le premier niveau, relativement simple et le seul se déroulant à l'extérieur, servait en quelque sorte de tutoriel pour le maniement du héros. Survivre à la chute d'un vieux pont et activer le mécanisme d'un souterrain, tout en évitant des chasseurs de tête, rien que du très banal pour un joueur aguerri. Les choses se corsaient avec les plateformes piégées du deuxième niveau, qui nécessitaient un timing précis et laissaient peu de place à l'improvisation. Ici, c'était quelques petits indices visuels qui permettaient de différencier les cordes correctes auxquelles s'accrocher. Notons d'ailleurs que les développeurs n'auront pas hésité à créer une salle piégée uniquement destinée à induire le joueur en erreur. Un petit excès de sadisme, qui leur aura permis de glisser un clin d'œil à Indiana Jones. Après un passage rocailleux, le troisième niveau nous propose la descente d'une rivière souterraine. Une séquence qui ne sera pas de tout repos puisqu'en plus des rapides menaçant de faire couler le radeau et la présence de mystérieuses créatures un peu trop curieuses, il faudra jouer d'adresse pour éviter de tomber de la cascade qui termine la rivière. Le très court mais intense quatrième niveau est celui ayant certainement le plus marqué les joueurs qui y seront arrivés. Brett y est en effet poursuivi par un énorme démon de pierre et devra rapidement déclencher plusieurs mécanismes destinés à le ralentir. Il lui faudra aussi éviter les fosses jonchant le parcours sous peine de rejoindre les rangs des victimes de la bête. Pour info, ce niveau semble être celui ayant le plus subi de modifications en cours de développement. Des images d'une version bêta présentées sur la boîte du jeu ou dans les magazines de l'époque montrent en effet des hommes-boucs renvoyant directement à la divinité du menu, ou même des sortes de cultistes remplacés par des moucherons carnivores dans la version finale. Là encore, on peut signaler des animations que l'on ne remarque pas toujours dans le feu de l'action, comme ces bas-reliefs monstrueux qui s'animent sur l'autel du démon. Enfin, le cinquième niveau, regorgeant de mécanismes et de traquenards, sera presque exclusivement basé sur l'agilité dans les déplacements de son personnage. Il conclura les aventures de Brett par un ultime hommage à Indiana Jones via une boule de pierre à libérer pour se frayer un passage vers la sortie. Bien que présent au travers d'une petite preview animée, Saragossa, le jeu suivant de Kinetica Software, ne verra jamais le jour. Il reste quelques images sur le net de ce qui s'annonçait comme une aventure futuriste, mais la trop grande difficulté de Gold of the Aztecs aura eu raison de l'ambition de son studio de développement. Il reste donc le seul et unique jeu de Kinetica Software, un vrai challenge que peu de joueurs auront réussi à terminer.